Bonjour Salomé et bienvenue sur le podcast. Bonjour. Je vais commencer par une question très simple. Est-ce que tu peux retracer ton parcours académique depuis, peut-être pas depuis ton enfance, mais depuis, allez, on va dire le collège? Ok, depuis le collège. Du coup, j'ai fait un collège et un lycée, parcours assez classique avec surtout un lycée scientifique. Donc avec une première et une terminale S à l'époque, donc scientifique SVT. Et après, je suis rentrée en école préparatoire BCPST, donc c'est biologie, chimie, physique et sciences de la Terre, de la vie et de la Terre. Du coup, j'ai fait 2 ans de classe préparatoire parce qu'à la base, je voulais être vétérinaire, parce que je voulais défendre les animaux, etc. Mais du coup, vétérinaire, c'est pas tout à fait ça. Ensuite, j'ai pas eu mon concours vétérinaire, mais ça m'allait plutôt bien, donc j'ai rejoint une 2e année de DUT, donc maintenant c'est un BUT. Donc directement en 2e année à Lyon, c'était un DUT de génie biologique option agronomie. Et là, j'ai fait beaucoup de manip, d'expérimentation en laboratoire, beaucoup de pratiques, etc. Donc je me suis dit que c'était plutôt ça qui me plaisait, vraiment pratiquer la recherche. Et voilà. Et donc après, j'ai rejoint directement la faculté, directement en licence 3. J'ai fait une licence Hommes et environnement. Donc c'est vraiment l'homme au milieu de la nature, savoir gérer la nature en ville, par exemple, les lois autour de la nature en ville, etc. Et ensuite, je voulais vraiment être chercheuse à partir de ce moment-là, donc découvrir l'écologie, le monde de l'écologie. Et donc, j'ai rejoint un master BEE à Marseille, qui est biodiversité, écologie, évolution. Et donc, c'est vraiment des études d'écologie, le milieu de la recherche, etc. Et qu'est-ce qui t'a... Ouais. Non, pas de souci. Et qu'est-ce qui t'a le plus attiré, je dirais, dans l'écologie et dans les sciences aussi, de manière générale? C'est une bonne question. Ce qui me plaisait particulièrement, c'était le côté nature, défendre la nature, comprendre la nature aussi, tous les mécanismes, tous les engrenages qu'il y a dans la nature. Et l'écologie, c'est vraiment ça, c'est comprendre le fonctionnement des écosystèmes, savoir parler le langage de la nature pour mieux la comprendre et pour mieux la protéger. Et du coup, j'ai décidé de rejoindre ce parcours-là pour vraiment essayer de mieux comprendre la nature. Et le milieu de la recherche, c'est vraiment ça, c'est décrypter la nature et être le scientifique qui va essayer d'apporter les outils pour mieux comprendre la nature. Est-ce que du coup, tu peux te dire comment est-ce que tu en es venu petit à petit à ton sujet de thèse? Oui. Alors, d'abord, j'ai fait mon master donc, d'écologie, je l'ai dit, et c'était surtout un master sur l'écologie terrestre. Donc, on a beaucoup vu les milieux forestiers, la nature en ville aussi, énormément, les calanques de Marseille, etc. Mais comme je viens de Marseille, justement, on a à la fois le côté marin et le côté terrestre. Et moi, le côté marin, c'est quelque chose qui m'a attirée depuis le début. Et du coup, mon premier stage de Master 1, je l'ai fait à la station marine d'Andoum à Marseille, où c'était sur les éponges marines. Et je me suis rendu compte que ça m'a énormément plu de parler des organismes marins, étant donné qu'en plus, dans le milieu de la recherche, le milieu terrestre, c'est quelque chose d'assez connu. C'est un univers où on a découvert énormément de choses et c'est assez ancien, alors que le milieu marin, c'est tout nouveau dans la découverte du milieu marin. Pour essayer de comprendre tous les organismes à l'intérieur, on en découvre encore tous les jours. Et du coup, ce côté nouveau et apporter sa pierre à l'édifice dans ce tout nouveau monde, c'est quelque chose qui m'a beaucoup plu. Et du coup, dans mon stage de Master 2, j'ai décidé aussi de me tourner vers le milieu marin. Et donc, j'ai choisi, encore une fois, le laboratoire où je suis actuellement, qui est l'IMBE, donc l'Institut méditerranéen de biodiversité et d'écologie marine et continentale, sur un sujet marin, et donc avec les plantes marines, qui aujourd'hui est le sujet de ma thèse. D'accord. Et est-ce que du coup tu peux expliquer le sujet de ta thèse précisément avec différents niveaux de complexité? Donc on va commencer par, si tu devais l'expliquer à un collégien par exemple, qu'est-ce que tu dirais? Ok, alors du coup le sujet de ma thèse, c'est j'étudie les composés chimiques qu'émettent les organismes marins en Méditerranée. Les composés chimiques qui sont émis par ces organismes sont émis par
tous les organismes vivants. Même nous, on a un cocktail de composés chimiques, les animaux aussi, les plantes. Et ce sont des composés qui servent à la communication. Ce sont par exemple les phéromones sexuels, donc ça va permettre de communiquer entre organismes. Chez les plantes, c'est très connu, vu que c'est des organismes fixés. Elles ne peuvent pas partir quand il y a un danger. Donc elles sont bien obligées de se défendre à l'instant T, là où elles sont. Et du coup, l'évolution a mis en place un grand nombre de choses, de mécanismes pour qu'elles puissent se défendre contre la hausse des températures, le gel, les prédateurs qui pourraient venir, etc. Et donc tous ces composés chimiques sont essentiels et façonnent notre monde aujourd'hui, puisque ces composés servent à l'échelle de l'individu dans sa communication et sa défense, mais ces composés qui se retrouvent ensuite dans l'atmosphère participent à toute la chimie de l'atmosphère. Certains composés vont participer à la formation des nuages, donc au refroidissement de la planète, et d'autres vont participer plutôt à la génération de gaz à effet de serre, donc plutôt au réchauffement. D'accord. Et si du coup tu devais l'expliquer maintenant à quelqu'un, enfin un chercheur en biologie par exemple, qu'est-ce que tu dirais? Oui. Qu'est-ce que je dirais à un chercheur en biologie? Je pense que je le vulgariserais de la même manière, parce qu'on n'est pas tous au même niveau. D'accord. Et dans tous les cas, ça serait peut-être trop technique, mais je pense que... Qu'est-ce que je pourrais dire de beaucoup plus technique pour impressionner? Que j'étudie particulièrement le diméthylsulfide qui contribue à la nucléation dans l'atmosphère, des choses comme ça peut-être. Du coup, le diméthylsulfide, c'est le composé soufré majoritaire émis par les océans, que ça me permet d'étudier, moi, à l'échelle de mes organismes, le fonctionnement des écosystèmes, que je peux étudier aussi, est-ce qu'il y a un microbiote dans les plantes qui contribue aussi à la production de ces composés chimiques, etc. Il y a plein de choses, je pourrais un petit peu plus complexifier. D'accord. Et est-ce que, en gros, tu t'es intéressé à une plante en particulier, donc des herbiers marins. Est-ce que tu peux en dire plus sur cette plante et pourquoi elle particulièrement? Complètement. Alors du coup, l'histoire de ces composés chimiques, déjà, leur étude, je l'ai dit, mais du coup, c'est particulièrement étudié dans le milieu terrestre. Et en fait, on sait que la plupart des composés chimiques, qui s'appellent les composés organiques volatiles, d'ailleurs les COV, donc si je dis COV, ce sera les composés organiques volatiles, la plupart de ces COV sont émis par les plantes terrestres. Et c'est très étudié dans la recherche du milieu terrestre. Voilà. Mais du coup, dans le milieu marin, c'est assez novateur qu'on s'intéresse aux émissions du milieu marin. Les premiers articles qui sont sortis, ça va être plutôt dans les émissions au large. La mer en général, qu'est-ce qu'elle émet? Donc les organismes marins dans leur ensemble, dans le milieu marin. Après, on s'est intéressé au phytoplancton, puisque au large, les principaux organismes phytosynthétiques qui émettent des COV sont les phytoplanctons. Et le milieu côtier, finalement, c'est tout nouveau qu'on s'intéresse au milieu côtier. Et donc, dans le milieu côtier, vous avez les coraux, vous avez les algues et vous avez les plantes marines. Les algues et les coraux, c'est un organisme emblématique aujourd'hui. Tout le monde parle des coraux, le blanchiment des coraux, etc. Donc, il y a 3-4 articles qui existent sur les COV des coraux, surtout en Australie. Le phytoplancton, c'est très référencé. Il y a une centaine d'articles qui existent sur l'émission des phytoplanctons. Et nous, en Méditerranée, il n'y a pas grand-chose qui existe. Et il y a les algues qui sont un petit peu référencées aussi dans les articles scientifiques aujourd'hui. Et finalement, quand on s'intéresse aux plantes marines, en Méditerranée, on a 5 espèces. Eh bien, il y a un seul article qui existe sur une seule de ces 5 espèces, qui est la Posidonie. Mais les 5 espèces de Méditerranée, on ne sait pas du tout ce qu'elles émettent comme composés. Et donc, c'est pour ça qu'en recherche, on essaye de répondre à des questions qui ne sont pas encore résolues. Et donc, nous, on s'est intéressé à ces 5 espèces de Méditerranée, étant donné qu'on est à Marseille, donc c'est directement accessible, et qu'il fallait combler ce gap, ce trou-là de connaissances. Et quand tu parles de zone côtière, globalement, c'est jusqu'à quelle distance des côtes à peu près? Alors, je sais que la Posidonie et la plupart des plantes marines vont jusqu'à 40 mètres de profondeur. Donc, au niveau distance à la côte, je ne voudrais pas dire de bêtises, mais peut-être jusqu'à 200 mètres, on peut retrouver, je pense, des plantes marines. Et en fait, ça dépend surtout principalement de la profondeur du plancher océanique. Donc, on va plutôt dire qu'on retrouve ces plantes marines jusqu'à 40 mètres de profondeur. Donc, c'est surtout très côtier, sur, on va dire, 200 mètres, grosso modo. Mais ça peut être plus court selon les zones, plus grand, etc. Ouais.
Et du coup, tu as mentionné le fait que bon, on a beaucoup étudié ce qui se passait pour les plantes terrestres. Quelles sont en fait les fonctions principales des COV pour les plantes terrestres? Oui, alors du coup, il y a donc les composés chez les plantes terrestres. Il y a les composés centraux ou primaires, donc c'est-à-dire tout ce qui est lié au métabolisme dit primaire. Et donc, c'est tous les composés qui soient lourds ou volatiles qui vont participer à la croissance, au développement et à la reproduction de la plante. Moi, je m'intéresse principalement aux composés dits secondaires ou spécialisés. Et donc, ce sont des composés qui vont participer à la défense contre beaucoup de choses. Donc, justement, leur rôle dans le milieu terrestre de ces composés spécialisés, il va y avoir la défense contre les stress abiotiques. Abiotiques, c'est tout ce qui est lié aux organismes vivants. Et les stress biotiques, tout ce qui est lié à ce qui n'est pas vivant, mais aux conditions environnementales. Donc, dans le milieu terrestre, par exemple, tout ce qui est prédateurs, herbivorie, communication entre individus de la même espèce, donc deux plantes qui vont vouloir communiquer, elles vont émettre des composés spécialisés. Et donc, le rôle de ces composés spécialisés, c'est principalement de la communication entre individus de la même espèce, ou alors de la communication entre individus de deux espèces différentes. Donc, par exemple, si un herbivore vient brouter une plante, il va alors émettre un composé d'alerte. C'est soit le mécanisme de l'herbivore qui va couper les cellules en mangeant la feuille, et donc ça va libérer des composés. Ces composés sont alors soit des composés d'alerte, c'est-à-dire qu'ils vont se retrouver dans l'atmosphère, ils vont être captés par d'autres plantes, souvent de la même espèce, et donc ils vont savoir que c'est un petit peu anthropocentré ce que je dis. Les récepteurs vont recevoir ces composés. Donc, ça va engendrer des mécanismes qui font qu'ils savent qu'il y a des prédateurs dans les environs et donc ils vont développer des mécanismes de défense quand le prédateur va arriver à leur niveau. Donc, ça, c'est des composés d'alerte et de communication entre individus. Il y a aussi un autre mécanisme dans ce secteur abiotique-là. Par exemple, si un herbivore vient brouter une plante, elle peut alors émettre un composé qui va qui va aller appeler le prédateur naturel de cet herbivore. Et du coup, ça arrive que par exemple une chenille vienne brouter une feuille, il y a un composé qui est émis vers un prédateur de cette chenille, et donc c'est le prédateur qui va venir éliminer directement l'herbivore. Donc ça, c'est vraiment tout ce qui est abiotique. Tout ce qui est biotique, donc les organismes vivants. Mais par exemple, là, il y a une grosse étude qui est faite dans mon laboratoire avec les chênes et la résistance au changement climatique. Donc, le changement climatique, c'est à la fois une sécheresse accrue en Méditerranée et la hausse des températures qui va se produire et qui se produit d'ailleurs actuellement. Et du coup, ces composés, ils permettent aussi d'avoir un rôle d'antioxydant dans les cellules, donc de maintenir les cellules dans leur ensemble quand il fait trop chaud, par exemple. Donc des rôles d'antioxydants, d'osmolyte aussi pour maintenir ces cellules. Ça va être de la défense, par exemple, quand la salinité va être trop haute, ou alors quand les rayons UV vont être trop importants, et il y a aussi des régulateurs de ça dans les plantes. Voilà, en gros. Et du coup, est-ce qu'on peut dire que les plantes parlent en fait, tu as dit à un moment, c'est un peu trop anthropocentré de dire ça. Qu'est-ce qui... pourquoi est-ce que justement tu as dit ça? Alors, parce que clairement, c'est de la communication entre plantes. La communication, c'est simplement, il y a un émetteur, il y a un récepteur, et entre les deux, il y a un message qui circule. Donc, évolutivement parlant, c'est juste de dire de la communication. Mais dire la plante va recevoir et donc elle va penser oh là là, il y a des prédateurs. Non, elle va pas penser, c'est simplement des mécanismes évolutifs qui font que à un moment donné, une mutation a généré quelque chose. Donc, par exemple, le fait de produire tel composé à ce moment-là, ça a créé une sélection, un avantage évolutif, et donc ça a été sélectionné ensuite par la sélection naturelle, etc., et ça s'est propagé ensuite dans la descendance. Ok, en gros c'est juste un mécanisme, s'il y a ça, alors ça. Exactement. Et c'est pas... C'est totalement aléatoire, sélectionné, mais c'est pas la plante qui s'est adaptée d'elle-même et qui a réfléchi à comment je peux m'adapter à ce stress. C'est vraiment quelque chose sélectionné au cours de l'évolution. D'accord, ok.
Et est-ce que du coup tu peux parler un peu de la différence avec du coup les COV en milieu marin? Alors, la différence, c'est qu'on ne sait pas grand-chose sur les COV des milieux marins. C'est ce que je peux dire parce que pour l'instant, moi, mon étude, j'ai mis en évidence des composés du milieu marin émis par mes organismes. Je peux faire un parallèle avec le milieu terrestre OK, j'ai trouvé tel composé, dans le milieu terrestre, ça a tel rôle, donc je peux faire un parallèle, ou peut-être que dans mon milieu marin, ça a le même rôle. Mais en fait, j'en sais rien parce que, comme je l'ai dit, par exemple, sur les plantes marines, il y a très très peu d'articles scientifiques qui aujourd'hui sont sortis. Donc la différence, elle n'est pas grande du point de vue mécanistique, puisque, par exemple, les plantes marines ont une histoire évolutive en commun avec les plantes terrestres. Donc, évolutivement parlant, ça va être sûrement issu du même métabolisme, la production de ce genre de composés. Donc, finalement, ça n'a pas beaucoup de différence. Ça a le même rôle de défense contre des stress abiotiques et biotiques. Mais voilà. Mais la différence que je peux mettre en évidence aujourd'hui, c'est juste qu'on ne sait rien sur le milieu marin. D'accord. Et qu'est-ce qui fait que c'était plus difficile du coup de faire des recherches? Enfin, est-ce que même d'ailleurs c'était plus difficile ou c'était juste par intérêt ou qu'on a surtout étudié les plantes terrestres plus que les plantes marines? Alors, c'est bien plus facile d'aller en forêt aujourd'hui qu'aller à 5 mètres de profondeur pour aller étudier sous l'eau. Donc, c'est bien plus facile déjà de mettre au point des techniques dans le milieu terrestre. Parce qu'il n'y a pas la contrainte de la pression, il n'y a pas la contrainte de l'eau, rien que l'eau, la contrainte du sel aussi, tout le matériel qui reçoit de l'eau salée, c'est hyper compliqué, il faut absolument tout nettoyer après, etc. Dans le milieu terrestre, tout est plus simple, tout a pu être adapté depuis longtemps parce qu'on a accès beaucoup plus facilement aux organismes du milieu terrestre. Ensuite, c'est d'un point de vue technologique aussi, pour accéder au milieu marin aujourd'hui, déjà, ça coûte cher aussi parce qu'il faut plonger, il faut des bouteilles, il faut des gens qui savent plonger, etc. Finalement, plonger aujourd'hui, ça paraît simple, mais la plongée scientifique a mis des années à être mise au point. Et je crois que c'est depuis Cousteau, avec la plongée qui a évolué, c'est pas si vieux finalement. Et du coup, il a fallu mettre au point déjà la découverte du monde marin avec ces techniques de plongée pour ensuite pouvoir vraiment le faire de manière scientifique, etc., avec des protocoles. Donc voilà. Et tu as dit qu'il n'y avait pas grand-chose pour l'instant, en tout cas dans la littérature scientifique, sur les émissions par les plantes marines. Mais les premiers articles, quelle différence est-ce qu'ils mettent en évidence des émissions qui ont pu être détectées? Oui, alors pour synthétiser un composé, il faut avoir du matériel de base, des matériaux de base. Et dans le milieu marin, on a des composés iodés, bromés, du chlore, etc. Ça, c'est ce qui constitue l'eau de mer. Et du coup, forcément, on n'en retrouve pas dans le milieu terrestre, ce genre d'éléments. Du coup, forcément, les plantes marines ont des composés en commun avec les plantes terrestres, mais elles ont aussi tout un cocktail de composés qui sont propres au milieu marin. Donc, par exemple, le DMS, le diméthylsulfite dont j'ai parlé tout à l'heure, c'est un composé soufré. Et ça, on en retrouve peu en milieu terrestre. On peut en retrouver en milieu terrestre par les bactéries, mais pas à ma connaissance par les plantes terrestres. En tout cas, en milieu marin, c'est très connu que les organismes marins émettent en majorité du DMS. Et c'est cette odeur caractéristique de la mer aujourd'hui qu'on sent, c'est cette odeur un peu soufrée qui est assez agréable en bord de mer, mais dans un laboratoire, sentir à plein nez du DMS, c'est vraiment de l'œuf pourri. Mais oui, du coup, il y a beaucoup de composés iodés, chlorés, bromés, donc ça, c'est des composés halogénés qui sont émis en milieu marin qu'on ne va pas retrouver forcément en milieu terrestre. Donc c'est ça la différence qu'on peut un petit peu retrouver. D'accord. Et est-ce qu'on sait quel est le mécanisme qui forme ces composés ou pour l'instant pas vraiment trop? Alors pour l'instant, comme on est au début on fait juste un catalogue de quels composés sont émis, il faudra ensuite insérer ces composés dans des métabolismes. Il y a plusieurs métabolismes dans les plantes. Si je vous parle de la rubisco, du cycle de Calvin, etc., tout ça, c'est des types de métabolismes. Et on sait aujourd'hui que moi, mes grands composés, il y a des composés benzénoïdes, c'est des familles de composés, des terpènes, des terpénoïdes, des flavonoïdes, etc.
Tout ça, on peut l'inscrire dans des types de métabolisme, mais je pense pas à ce jour que ça soit vraiment confirmé. J'ai pas envie de dire des bêtises parce que pour l'instant, on fait un catalogue des composés qui existent et sûrement que c'est issu des mêmes métabolismes que les plantes terrestres, mais il n'y a pas encore une étude qui a vraiment décrypté les métabolismes des organismes marins pour le certifier. D'accord. Et est-ce que tu peux en dire un peu plus sur les difficultés techniques de cataloguer les différents composés qu'on peut observer? Par exemple, quelle est la procédure en fait pour cataloguer tous ces composés? Ok, alors du coup, les procédures, il y en a plusieurs. Ça dépend ce qu'on veut. Ça dépend si on veut avoir accès au nom du composé ou si on veut avoir accès à la quantité et au flux, vraiment au débit, au nombre de composés par heure, par exemple, etc. Donc il y a plusieurs méthodes qui existent aujourd'hui. Donc moi, par exemple, comme je veux faire juste un catalogue avec accéder au nom des composés qui sont émis par mes organismes, moi je récupère directement mes plantes dans le milieu. Je les sors de l'eau, je les rince un petit peu à l'eau distillée, pardon, pour enlever le sel, parce que le sel, ça peut venir contaminer. Ensuite, j'enferme mes plantes dans des petits vials, donc des petites bouteilles de laboratoire. Et ensuite, à l'intérieur, je vais glisser une seringue. Et au bout de cette seringue, il y aura de l'adsorbant. Donc, c'est une phase recouverte d'un adsorbant qui va permettre de lier tous les composés qu'elle va rencontrer dans la petite bouteille. Et du coup, tous ces composés vont se lier à cet adsorbant. Et ensuite, on va ressortir la seringue et la mettre dans une machine qui va délier les composés et ensuite les séparer pour les analyser. Donc ça va me permettre de dire, OK, c'est quoi le nom de mes composés pour cette plante? Après, si on veut accéder au flux, en milieu terrestre, par exemple, on va enfermer une branche ou plusieurs feuilles, etc., dans un sachet plastique et on va faire circuler de l'air. On va faire circuler un flux d'air et donc du coup, le flux sortant, ça va nous permettre d'accéder à la quantité de composés en fonction de ce flux sortant et donc d'accéder à ce flux-là. Et c'est pareil, ça va être fixé sur de l'adsorbant dans un tube, par exemple, et ensuite désorbé dans une machine, etc. Donc il y a plusieurs techniques qui existent aujourd'hui. La difficulté en milieu marin, c'est facile de mettre un sachet autour d'une branche d'arbre. Empaqueter quelque chose sous l'eau, c'est hyper compliqué. Et en plus, du coup, quand on va faire buller, pour faire circuler ce flux dans l'eau, on va faire remonter du sel, on va faire remonter de l'eau qui va venir dans le tube. Et nous, on ne veut pas d'eau, on veut qu'un flux d'air. Donc c'est ça la difficulté aujourd'hui, c'est pouvoir mettre quelque chose sous l'eau qui va venir empaqueter la feuille ou l'organisme qu'on veut échantillonner, sans qu'il y ait de l'eau, sans qu'il y ait de sel, etc. Et qu'il y ait vraiment que de l'air qui remonte. Donc ça, c'est la difficulté. On est en train de mettre au point ça aujourd'hui pour essayer de faire in situ, ça s'appelle, donc vraiment avoir accès au flux sur le terrain. Parce que le problème avec ma méthode, c'est que du coup, c'est pas très naturel d'arracher la plante à son milieu, de la découper, de la mettre dans une bouteille, etc. Donc, il y a encore des biais dans ma méthode. Mais la difficulté maintenant sur le terrain, c'est ça. Et comment tu fais pour savoir que les émissions viennent bien de la plante en question et pas d'ailleurs? Oui, alors du coup, dans ma technique, les plantes, il faut savoir, comme tout support dans le milieu marin, il va y avoir des micro-organismes ou des organismes qui vont venir se fixer sur tout support dans le milieu marin. Les plantes ne font pas exception, donc toutes les feuilles vont être recouvertes de micro-organismes ou d'organismes qui vont s'encroûter, par exemple. Donc moi, quand je récupère mes plantes, évidemment, j'enlève le sel avec cette eau distillée, mais je vais aussi venir les gratter pour enlever tous les organismes qui ont pu se fixer sur ces feuilles. Et ensuite, dans le petit vial de mon laboratoire, je n'enferme que les feuilles, sans eau, etc., que les feuilles. Donc, je peux à peu près dire que toutes les émissions que je capte viennent uniquement de mon organisme, de mes feuilles. Mais évidemment, ça serait négliger tous les organismes, les micro-organismes qui pourraient se trouver à l'intérieur des feuilles. Mais pour l'instant, on peut le négliger parce qu'on a une surface de feuilles assez importante, etc., qu'on peut confirmer avec la littérature. Et souvent, les micro-organismes ont leur propre cocktail de composés. Et en milieu terrestre, on peut faire la comparaison entre les composés dont on sait que c'est émis par des micro-organismes terrestres et les composés dont on sait qu'ils sont émis par vraiment le végétal. Et donc, du coup, ça nous permet déjà d'éliminer des composés qui seraient liés aux micro-organismes. D'accord. Et est-ce que du coup tu as pu travailler en collaboration avec d'autres chercheurs, des chimistes par exemple, dans le cadre de ta thèse ou pas spécialement?
Alors ma thèse, elle est interdisciplinaire, donc il y a à la fois de l'écologie, comme je l'ai dit, parce qu'on accède au fonctionnement de l'écosystème, mais aussi avec la chimie, du coup, vu que c'est des composés organiques volatiles. Après, la chance que j'ai, c'est que c'est interdisciplinaire, mais en fait pas tellement, parce que c'est une science aujourd'hui, l'écologie chimique. C'est une science à part entière où l'interdisciplinarité n'en est devenue qu'une seule discipline. Et donc, comme je l'ai dit, c'est très étudié dans le milieu terrestre. Donc aujourd'hui, si je collabore avec des gens, c'est des gens qui font déjà de l'écologie chimique. Donc je ne vais pas aller directement dans des laboratoires où il n'y a que des chimistes ou dans des laboratoires où il n'y a que des écologues. J'ai vraiment accès à des gens aujourd'hui qui font de l'écologie chimique. Donc, par exemple, j'ai une ingénieure d'études qui travaille avec moi, qui fait de l'écologie chimique. Et donc, quand on met en évidence des composés, elle connaît déjà, elle, les composés qu'elle a mis en évidence chez les lavandes, chez les chênes, etc. Donc, c'est beaucoup plus simple de parler à des gens qui font de l'écologie chimique et pas que de la chimie. Mais après, je peux quand même collaborer avec certains chimistes, parce que là, je vous parle depuis le début de composés organiques volatiles, mais j'étudie aussi les composés plus lourds qui sont dans le métabolome. Et du coup, ça, c'est des composés plus lourds. Donc là, c'est vraiment des chimistes dont on va avoir besoin, parce que c'est de la chimie un peu plus complexe. D'accord. Est-ce que tu peux en dire un peu plus sur ces composés plus lourds, du coup? Oui. Alors du coup, là, pour l'instant, ma thèse, j'ai beaucoup étudié les volatiles. Et j'avoue que les plus lourds, c'est une deuxième partie de ma thèse que je vais entamer là. D'accord. Donc, c'est un peu plus flou encore pour moi. Mais il y a encore d'autres catégories il y a d'autres familles de ces composés chimiques, les flavonoïdes, etc. Mais il faut savoir que ça a la même fonction. C'est juste que du coup, ça va avoir un impact plus local, puisque les volatiles vont être entraînés par l'atmosphère, alors que les plus lourds qui vont rester au niveau de la feuille, du coup, ça va être un effet plus local. Sauf que, là, je dis ça, c'est une réalité dans le milieu terrestre. Un composé volatile, évidemment, qui va aller loin avec le vent, etc. Et un composé plus lourd, plus soluble, du coup, il va rester au niveau local de la plante, soit dans son sol proche, donc plutôt à disposition des micro-organismes avec lesquels elle est en symbiose, etc. Ou même avec les prédateurs qui vont venir directement la manger. Mais dans le milieu marin, en fait, c'est tout l'inverse, parce que du coup, les composés solubles, plus lourds, ils sont solubles dans l'eau. Et nous, notre milieu porteur dans l'eau, c'est l'eau, pas l'air. Donc au final, ceux qui auront plus d'importance à grande distance, grande échelle, ça va être plutôt justement ces composés plus lourds. Et les composés volatiles dont je vous parle, finalement, comme ils sont insolubles la plupart du temps et volatiles, ça va être sous forme de bulles qui va remonter, qui va directement se dégazer dans l'atmosphère en fait. Donc ils sont super importants les uns comme les autres dans le milieu terrestre, dans le milieu marin, et ils vont avoir des fonctions différentes selon le milieu porteur. D'accord. Et quand on parle de la diffusion, du coup, c'est quelle distance caractéristique? Enfin, par exemple, pour les composés émis par des plantes terrestres, jusqu'à quelle distance ils peuvent aller et avoir un effet sur d'autres plantes potentiellement? Oui, alors d'une plante à une autre, je pense qu'on peut parler de l'ordre du kilomètre, voire de la dizaine de kilomètres, sans problème. Ah, c'est énorme, en fait. Oui, c'est énorme. Et en plus, dans tous les cas, c'est des composés qui vont se retrouver dans l'atmosphère, comme j'ai dit, avec plein de processus atmosphériques derrière. Donc en fait, c'est des distances considérables. Et ça dépend, justement, à Marseille, là où il y a le Mistral, ça peut aller très très loin, jusqu'à de l'autre côté de la Méditerranée, peut-être. Voilà. Par contre, tout ce qui est soluble, du coup, encore une fois, ça dépend du milieu porteur. Et j'avoue que je suis extrêmement curieuse dans le milieu marin de savoir jusqu'à quelle distance un composé soluble peut se balader, parce que ça serait du coup de la physique plutôt, avec de la mécanique des fluides, etc. Ça serait hyper intéressant. Et ça, je suis très curieuse. Et je pense que ça n'a jamais été fait. Et je pense que ça serait très intéressant dans le fonctionnement des écosystèmes, jusqu'à quelle distance une plante, un corail, un phytoplancton peut aller communiquer avec ses copains ou avec les prédateurs, etc. C'est sûr, ouais. Et j'imagine que ça doit être assez complexe aussi parce que ça, comme tu as dit, ça mélange de la mécanique des fluides, les courants. J'imagine qu'en fonction aussi de la présence de fleuves Oui. à côté, ça va beaucoup changer. Ouais, complètement, je pense. Aussi, ouais. Non, c'est sûr. Ouais. Est-ce que tu as observé des différences entre des prélèvements qui ont été faits à un site ou à un autre site ou en fait pas spécialement? Alors oui, complètement.
Du coup, mon étude, moi, ma thèse, je l'ai pas dit, mais du coup, j'ai étudié l'effet de la saisonnalité, du site et des espèces. Et du coup, j'ai encadré un stage où on a fait de la métabolomique, donc c'est l'étude des composés, ces fameux composés plus lourds, plus solubles. Et du coup, ce stage, c'était à une saison donnée en hiver, entre plusieurs espèces et entre différents sites. Et en fait, on se rend compte qu'il y a des différences de composés qui sont produits par les plantes selon le site. Et du coup, ce qui dirige la production de ces composés par mes organismes, c'est évidemment tout ce qui est génétique. Donc, deux espèces vont évidemment émettre des composés totalement différents, étant donné qu'ils ont des ADN différents, et donc ça va générer des cascades derrière de métabolites différents, protéines différentes, etc. Mais finalement, l'environnement a une incidence sur la production de ces composés. Et par exemple, entre deux sites, s'il y a un site où il fait plus chaud, où il y a un site plus salé, etc., les plantes sont confrontées à des stress différents, et du coup, c'est normal qu'elles génèrent des composés différents. Et aujourd'hui, moi, j'étudie les composés maintenant volatiles, et effectivement, on observe aussi des différences entre sites pour la même espèce. Et donc, encore une fois, l'effet de l'environnement a quand même un impact sur la production de ces composés. Et du coup, en fait, là actuellement, tu as pu lister combien de composés au total ou, enfin, comment est-ce que tu raisonnes ici? Est-ce que c'est par famille plus ou c'est par composé individuel? Oui, alors c'est plutôt par composé individuel. Donc moi, j'ai étudié mes 5 espèces de plantes marines, méditerranéennes en tout cas. Et du coup, j'ai mis au jour 138 composés à travers mes 5 espèces. Après, il y a des composés où je les ai retrouvés qu'une fois. Donc, est-ce que c'était un artefact ou est-ce que c'est vraiment ma plante qui l'a émis? Donc, j'ai décidé d'enlever tous les composés que je retrouvais qu'une fois. Donc, je suis absolument sûre que, en tout cas, il y a 92 composés à peu près entre mes 5 espèces qui sont émis aujourd'hui. En tout cas en automne 2023, parce que là maintenant j'ai avancé et j'ai fait pour une seule espèce à travers 4 saisons. Et là j'ai mis en évidence 120 composés pour la même espèce, mais sur les 4 saisons. Donc à une saison donnée, il y a un nombre de composés, mais en fait il faudrait vraiment étudier toutes les espèces marines à tous les instants donnés pour vraiment se rendre compte de tout le potentiel de composés qu'elles peuvent émettre. Et ouais, donc du coup, on parle d'un ordre de grandeur de la centaine de composés émis. Voilà. Et est-ce que du coup, on a des raisons de penser que ces mêmes composés vont aussi se retrouver dans les autres plantes ou ce sera encore une nouvelle famille d'une centaine de composés complètement différents? Entre les plantes de mon milieu marin, c'est ça? C'est ça, ouais. Il y a beaucoup de composés en commun. Donc, par exemple, moi, mon tout premier article qui est sorti et qui est publié, du coup, on a mis en évidence donc, ces 92 composés à travers mes 5 espèces. Et en fait, on se rend compte qu'il y a 29, je crois, composés en commun quand même. Donc, c'est des composés finalement qui servent à qui ont des rôles constitutifs de la plante vraiment basiques, même juste qui constituent les cellules, etc., ou qui sont des je ne vais pas dire ça, mais on va dire qu'ils sont des déchets, par exemple, de certains métabolismes caractéristiques des plantes. Aujourd'hui, on dit déchets, j'aime pas dire ça parce que, en fait, ça se trouve, dans 20 ans, on va se rendre compte que ça a un rôle, très spécifique et on va dire, ah ben non, c'était pas un déchet, ça avait un rôle, en fait. Donc voilà. Mais du coup, il y a quand même beaucoup de composés en commun, évidemment, puisque ça reste des plantes de la même famille qui sont soumis au même stress, finalement, environnementaux. Mais il y a quand même beaucoup de différences et il y a des composés il y a des plantes qui ont vraiment leurs composés propres qu'on ne va pas retrouver dans les autres plantes. Voilà. Et si tu avais un budget illimité, quel dispositif de captation t'aimerais bien mettre en place pour avoir plus d'informations? C'est une bonne question. Assez commune, mais c'est vrai que j'y réfléchis jamais. Budget illimité. Déjà, ça serait hyper cool de voir la production d'absolument toutes les plantes marines sur tous les sites possibles, à tous les instants donnés, et donc d'avoir des capteurs sur toutes les plantes possibles, et aussi des capteurs environnementaux. Parce que moi, du coup, j'ai mis en évidence des composés et j'ai à peu près accès
à la salinité de mon eau et à la température de mon eau quand j'ai prélevé mon échantillon. En fait, ça serait vraiment bien d'avoir des capteurs en permanence sur site qui montrent toute la variation saisonnière, la variation de salinité journalière, la variation de lumière avec les rayons UV, etc. Et de voir en direct les émissions qui sont générées suite à ces faibles changements environnementaux. Et du coup, ça permettrait de vraiment comprendre les mécanismes derrière de tel composé un peu plus émis quand il y a un peu plus de soleil. Ah ben, c'est peut-être un composé qui a tel rôle, du coup, etc. Donc, ça permettrait d'avoir accès à tous ces rôles et tous ces mécanismes. Voilà. Et des résultats que tu as obtenus jusqu'ici, comment tu les interprètes d'un point de vue écologique? Je réfléchis. Ok. Du coup, ma première étude, on a mis en évidence beaucoup de composés. Et dans ma discussion, comme dans tous les articles, on met quand même en parallèle, ok, j'ai trouvé tel composé, qu'est-ce que ça veut dire dans la littérature? Et en fait, aujourd'hui, on a réussi à trouver le rôle de certains de mes composés marins, quel rôle ils avaient dans le milieu terrestre. Et donc, ça permet de comprendre si mes plantes ont des mécanismes de protection, des mécanismes de communication, d'alerte, etc. entre plantes. Donc au final, écologiquement parlant, on sait que nos plantes marines déjà émettent des composés, parce que c'était déjà une première question, est-ce qu'elles émettent des composés ou est-ce qu'elles ont un langage différent? Ça aurait pu passer par des vibrations, toute autre chose. Donc finalement, écologiquement parlant, oui, elles ont des composés chimiques, et donc ça a sûrement des rôles dans leur communication et leur défense. Et mettre en évidence les rôles, encore une fois, c'est central dans ma thèse, mais je le dis depuis tout à l'heure, mais c'est central. Voilà. Et du coup, tu penses qu'il y a des éléments pour mettre en évidence certains rôles ou c'est encore trop prématuré? Là, c'est vraiment juste lister les différents composés. Alors là, pour l'instant, on a listé les différents composés, donc je pense qu'on peut passer à l'étape supérieure. Et bientôt, on va accueillir un stagiaire justement pour mettre en évidence quels composés agissent, sont dans le mécanisme de l'herbivorie, justement. Donc, on va prendre des plantes, on va prendre des oursins, on va regarder les composés qui sont émis par la plante, peut-être émis par les oursins aussi. Ensuite, on va les faire se rencontrer, où l'oursin va donc brouter nos plantes. On va essayer de capter les composés qui sont émis en direct lorsque l'oursin est présent. Et ensuite, une fois qu'on enlève l'oursin et que cette plante broutée va essayer de se réparer, se régénérer, on va aussi capter des composés tout du long. Et du coup, en fait, ça va nous permettre de mettre en évidence quels composés sont directement émis quand la plante est mangée, et donc quels composés pourraient participer à la défense contre ces herbivores, et ensuite comment la plante va être en résilience après ce stress, et donc quels composés elle va émettre. Voilà. D'accord. Et du coup, j'imagine, en fait, ça peut devenir assez complexe parce que s'il y a tout un ensemble de prédateurs et qu'on veut tester tous les prédateurs sur les différentes espèces de plantes. Oui. Alors, ce qui est hyper intéressant, dans le milieu terrestre, ça a été mis en évidence. Si vous prenez une plante et que vous la poinçonnez mécaniquement, elle va émettre un certain type de composé. Si vous prenez son herbivore naturel, donc là, par exemple, c'était dans le cas d'abeilles qui découpent des morceaux de feuilles pour aller faire leur nid, etc. Et du coup, ces abeilles qui vont venir faire exactement pareil, du poinçonnage, donc les mêmes cercles, etc., dans la même espèce de plante, et ben on se rend compte que la plante va émettre d'autres types de composés, alors que l'action est la même. C'est vraiment du découpage de la même façon. Et en fait, ce qui est hyper intéressant, c'est qu'on se rend compte que dans la salive de ces abeilles, elles ont des composés, et donc la plante va capter les composés dans la salive de ces abeilles qui vont générer une cascade de mécanismes et de métabolisme, et du coup ça va générer à la fin des composés vraiment spécifiques de ces abeilles-là et de ce contact-là. Et en fait, chaque plante, selon le prédateur, et ben en fait, c'est pas qu'une action mécanique, c'est aussi un échange d'informations, c'est un échange de composés. Et du coup, oui, ça serait hyper intéressant de prendre nos plantes et qu'elles se fassent brouter par des saupes, par des oursins, ensuite par le poisson lapin, etc. Et en fait, ça se trouve, on se rendrait compte qu'elles auraient des composés différents selon l'herbivore qui la mange. Voilà. Parce que là, ça voudrait dire que non seulement elles communiquent, mais en plus elles ont des mots différents, entre guillemets, pour caractériser les différents
prédateurs ou situations auxquelles elles sont confrontées, quoi. Exactement, et ça mettra en évidence que quelque part il y a une coévolution entre ces organismes. Donc c'est pas ma plante qui a évolué toute seule, c'est vraiment qu'elle a été confrontée tout au cours de son histoire évolutive à différents organismes, et du coup la sélection naturelle a vraiment sélectionné des composés différents selon l'herbivore en face. Ouais. Et comment tu penses que tes résultats pourraient être utilisés soit pour de la biochimie ou pour de la recherche plus générale sur les aires marines protégées, par exemple? Alors, d'un point de vue écologique et protection de mon écosystème, c'est une question hyper intéressante parce que du coup, pour mes prélèvements, je travaille aussi un petit peu avec l'Ifremer et on m'a déjà dit, mais en fait, ça serait hyper intéressant de mettre en évidence des composés de stress justement au changement climatique. Quand il fait trop chaud, est-ce qu'il y a des composés caractéristiques? Et du coup, ça permettrait de déployer des plans où, plutôt que aujourd'hui, il y a des plans de protection justement des plantes où on va faire certains prélèvements, on va doser des choses chez les plantes pour savoir à quel point elles sont stressées ou non. Et du coup, ça permettrait de rajouter un paramètre supplémentaire à doser pour dire ok, là c'est bon, il fait trop chaud, il faut faire quelque chose. Du coup, d'un point de vue de protection, ça serait hyper intéressant parce que ça permettrait de mieux comprendre la plante et de mieux comprendre ok, là elle est vraiment trop stressée, il se passe un truc, donc il faut agir. Ça, c'est pour la protection. Après, pour la biochimie, ça, je ne saurais pas vraiment dire, mais d'un point de vue pharmacopée, par exemple, tous mes composés dont je parle aujourd'hui, notamment les plus lourds, chez les algues notamment, ça va être des produits qui peuvent être utilisés dans la pharmacopée aujourd'hui. Donc, moi, j'ai parlé de beaucoup de composés antioxydants, et ben, c'est des composés qui vont servir dans des crèmes antioxydantes contre les rides, etc., par exemple. Après, le truc avec mes plantes, c'est que c'est des plantes protégées aujourd'hui parce qu'elles sont en danger critique d'extinction. Les algues, c'est facile de les produire pour certaines espèces, d'industrialiser un petit peu leur culture, etc. Alors que là, les plantes marines, c'est hyper compliqué de les faire pousser. Elles sont en régression depuis longtemps, etc. Donc, on ne pourrait pas faire de la pharmacopée sur ces plantes. Il faut juste déjà, dans un premier temps, les protéger. Et donc là, aujourd'hui, je ne peux pas vous dire, oui, on peut utiliser les composés de nos plantes marines parce qu'en fait, on ne peut pas les cultiver, on peut pas... Donc, on ne pourrait pas développer de choses derrière, je pense. Et quelle est la principale menace sur ces plantes aujourd'hui? Alors, la principale menace, en tout cas, ce qui a fait le plus régresser en surface, par exemple la posidonie, c'était l'encre des bateaux qui arrache les rhizomes. Donc, ma plante marine, c'est des feuilles dans un bouquet, c'est un faisceau, et il y a tout un réseau de racines qui s'appelle un rhizome. Et donc ça, quand les encres vont tomber au fond de l'eau et qu'elles vont être remontées, elles vont arracher tout ce rhizome, etc. Donc ça a fait énormément régresser la posidonie aujourd'hui. C'est pour ça que le parc national des Calanques ne veut pas que les bateaux s'ancrent dans ce parc national, par exemple, etc. Ensuite, ce qui est très menaçant aussi pour les plantes marines, c'est évidemment le changement climatique. Ça, on en parle depuis des années. Donc ouais, les principales menaces, ça va être ça aujourd'hui. Et en gros, dans le changement climatique, c'est plus le réchauffement moyen ou plus, par exemple, l'augmentation des variations qui sont les plus menaçantes pour ces plantes-là? Je pense que ça va être vraiment les hausses des températures qui vont atteindre des seuils critiques, en fait, puisque justement ces composés vont permettre à la plante de se défendre contre une hausse des températures, mais il y a forcément un seuil critique où au bout d'un moment, il fera trop chaud et ça sera plus possible. Donc du coup, ouais, ça va avoir un effet. Et après, quand on parle de changement climatique, les écologues, nous, on parle plutôt de changements globaux. Et du coup, les changements globaux, ça englobe aussi tout ce qui est menace anthropique, donc avec la hausse du tourisme, avec la hausse des activités humaines, avec les industries, etc., les plastiques. Donc tous ces changements-là, ça va être une menace pour nos écosystèmes. J'ai une question par pure curiosité. Est-ce que on vous a déjà reproché, comment dire, ou peut-être est-ce qu'on vous a déjà posé des questions éthiques sur le fait de vouloir mettre des oursins et de vouloir stresser en fait artificiellement les plantes
pour voir en fait quels composants elles émettent. Parce qu'en fait, on pourrait facilement faire l'analogie avec des animaux qu'on cherche à stresser volontairement pour voir comment ils réagissent. Oui, totalement. Alors, il y a de l'éthique en recherche, évidemment, surtout pour des espèces comme ça qui sont menacées et qui sont dans la liste rouge de l'IUCN, donc qui sont protégées aujourd'hui. Donc, on a le protocole de Nagoya, par exemple. On doit mettre en place ce protocole pour prouver que on va utiliser ces plantes dans une optique scientifique. Et donc, du coup, on ne va pas surexploiter cette plante, etc. Donc ça permet de vraiment dire oui, c'est pour la science. La science. Et on a aussi des demandes auprès de la préfecture, etc., puisque c'est des espèces protégées, où on doit récolter un certain nombre de feuilles, un certain nombre de faisceaux qui a été annoncé, et on justifie exactement pourquoi on va le faire, etc. Et donc on nous autorise à le faire, donc éthiquement parlant, on est protégé par ça en fait. Après, éthiquement parlant, eh ben, en fait, c'est marrant parce que ça rejoint exactement le débat des végétariens. Ouais, c'est sûr. Ouais. Les carottes, elles souffrent aussi, c'est des organismes vivants. Mais en fait, il n'y a pas de système nerveux chez nos plantes, il n'y a pas... donc, c'est pas comparable du tout. Et un animal, c'est un être sensible, c'est un être qui a des émotions, qui a des nerfs, qui a tout ce genre de choses, alors que les plantes... Alors évidemment, c'est un organisme vivant, et évidemment, quand je récolte mes petites plantes sur mon petit milieu, je suis pas très fière non plus d'arracher ces plantes, d'autant plus qu'elles sont protégées. Mais oui, c'est pas moins grave que les animaux, parce que c'est très spéciste de dire ça. Mais il y a une éthique derrière, et on essaye de les stresser au moins. Parce que là aussi, on pourrait dire que c'est anthropocentré de dire qu'il faut forcément un système nerveux pour ressentir de la douleur. Et Totalement. Totalement. Je suis d'accord. Bon, après, sinon, on fait plus rien du coup. Oui, voilà, sinon on fait plus rien. Et dans tous les cas, encore une fois, les scientifiques, on essaye de s'entourer de cette éthique, et on est alerte sur le sujet. Et justement, tous les scientifiques qui vont travailler avec des animaux respectent aussi des protocoles d'éthique, ont des diplômes justement liés aux animaux d'élevage, en animalerie, etc. Et on est sensibilisé à la sensibilité animale, etc. Enfin, voilà, au respect de l'animal. Et nous, on est sensibilisés au respect du vivant de manière générale. Et jusqu'à présent, quel aspect de ta recherche t'a le plus passionné ? En vrai, il y a beaucoup d'aspects. D'un point de vue pratique, déjà, aller sur le terrain, c'est génial, parce que dans le milieu marin, on va sur le terrain en maillot de bain, il y a le soleil. Bon, des fois, on y va en hiver, il fait 10 degrés dans l'eau, donc c'est un petit peu moins marrant. Mais en vrai de vrai, l'étude en milieu marin, c'est passionnant pour ça, parce que du coup, ça a plusieurs aspects. En tout cas, en écologie chimique. Donc, on va sur le terrain, on rencontre les gens. En plus, souvent, les gens nous posent des questions. Qu'est-ce que vous faites ? C'est quoi ? C'est des algues ? Non, c'est des plantes marines. Donc ça, il faut voir la différence, etc. Tout ce qui est laboratoire ensuite, parce que du coup, on revient, on fait du laboratoire, donc on enfile une blouse, des gants. Moi, c'est ce qui me passionne aujourd'hui dans mon métier, c'est vraiment la pluralité de ce que je peux faire. C'est vraiment le terrain, je rentre, je fais du laboratoire, et je change totalement d'écosystème moi aussi finalement. Je dois m'adapter. Je fais de la GCMS, donc de la chromatographie en phase gazeuse. C'est ma machine qui va séparer mes composés. Ensuite, je fais de la recherche bibliographique derrière un bureau, où je m'intéresse. Ah ok, j'ai trouvé qu'il y avait du bêta-cyclocitral. Ça sert à quoi ? Et en fait, tout est passionnant, je trouve, parce qu'en fait, être chercheur aujourd'hui, c'est se poser un tas de questions, mais c'est surtout accéder à un tas de réponses. Et c'est hyper passionnant. Et ces réponses nous amènent vers d'autres questions. Et c'est ça aujourd'hui qui me passionne, je trouve, la pluralité de tout ce qu'on peut faire, et de toutes les questions auxquelles on peut répondre, et tous les gens qu'on peut rencontrer et qui sont intéressés par nos recherches ou non, les différents niveaux aussi des gens, ceux qui ne savent même pas qu'il y a des plantes marines, ceux qui me parlent de composés chimiques de manière décontracté. Enfin, voilà. Et du coup, comment est-ce que, à quoi ressemble une semaine typique ? Est-ce que, tu vas être par exemple un jour sur la plage, un jour en laboratoire, et un jour faire affaire de la biblio, ou comment est-ce que c'est plus des cycles plus longs que ça, ou comment ça se... Alors, c'est quoi la vie d'un thésard ou d'une thésarde ? C'est une très bonne question. Alors moi, en tant qu'écologue, j'ai du terrain, j'ai du laboratoire, mais parler à un physicien, il aura peut-être que de la modélisation derrière
un ordinateur, ou voilà. Donc ça dépend de la discipline. Je vais parler à mon échelle déjà. Comme tu dis, c'est plus par période, du coup. Quand je vais sur le terrain, par exemple, le matin, je vais sur le terrain, je vais récolter mes plantes, je fais beaucoup de voitures, etc. Je suis sur la plage, tout ça. Et après, l'après-midi, là, je peux faire du laboratoire directement après mon prélèvement ou alors le lendemain. Et mon terrain, en général, ça va être sur 1 à 2 semaines. Donc, je vais sur le terrain, le lendemain, je fais du labo, ou l'après-midi, ça sur 2 semaines. Et je vais pas du tout ouvrir mon ordinateur pendant 2 semaines, par exemple. Et après, il va y avoir toute la phase où, OK, c'est bon, j'ai tout rentré dans ma machine. Maintenant, il va falloir que je traite les données. Et là, c'est beaucoup plus long. Et du coup, je peux passer 1 mois derrière mon ordinateur à juste traiter mes données, remplir des tableaux, etc. Et puis, le mois d'après, je vais écrire mon article scientifique. Donc, je vais faire de la biblio, tout ça. Pendant mon mois de rédaction, je peux aller aider une copine ou un copain qui va sur le terrain et qui a besoin de main. Donc, en fait, la plupart du temps, c'est vraiment par grosses périodes. Qui peuvent être des fois entrecoupées par des choses. Et là, par exemple, là, je suis dans l'analyse de résultats, mais là, je vais à un congrès scientifique, par exemple, et ça peut animer aussi notre vie de thésarde ou de thésard tout au long. Ouais. Et est-ce que pendant ta thèse, tu as eu un moment eureka où il y a un moment où tu t'es dit ah oui, en fait, où quelque chose est devenu subitement évident ou surprenant? Ouais, alors ça, c'est l'instant nerd. Justement, alors le DMS, c'est le composé soufré le plus émis par les océans. Et donc moi, la première fois que je suis allée échantillonner sur le terrain, que j'ai mis ma petite fibre dans ma machine et que là, j'ai vu un pic de DMS, j'ai couru partout, j'ai fait « il y a du DMS !» Parce qu'on savait pas qu'il y avait du DMS dans une plante. Donc là, tu passes pour une folle. Tout le monde te dit « c'est quoi du DMS ?» Et alors, pourquoi t'es contente? Voilà, c'est marrant. Après, il y a aussi un moment où j'étais devant des étudiants et du coup, moi, je passe mes échantillons. Et donc, mon échantillon, j'ai un pic et je l'interprète comme étant du citral. Donc, c'est un composé. Mais il faut que je confirme que c'est bien du citral. Donc, pour le savoir, on commande du citral synthétique et on le met dans la machine et on voit si ce citral synthétique sort exactement au même moment avec les mêmes pics. Et là, devant mes étudiants, je dis « Alors, si ça sort à 14 minutes avec Lyon 72, je sais pas quoi. » Et là, quand c'est sorti, j'ai fait « Wouhou !» Tous les étudiants, genre, OK. Mais ouais, ça, c'est des moments un peu où on est en mode « Ouais, ça marche, genre, c'est trop bien. » Donc ouais, c'était surtout ces moments-là. Ça, c'est les meilleurs moments. Ouais. Au-delà de la soutenance, comment est-ce que tu aimerais que en fait, tes recherches évoluent dans les années à venir et en fait, quels seraient tes rêves et tes ambitions pour la suite? Waouh, c'est une bonne question. Alors, mes rêves et mes ambitions, c'est que le milieu de la recherche soit peut-être plus simple et avec plus de débouchés. Mais du coup, la suite, ça serait de faire des post-docs jusqu'à ce que j'ai un poste. Et du coup, là, j'aimerais bien avoir des post-docs, justement. Donc, c'est après le doctorat, on fait des mini-recherches d'1 ou 2 ans. Et du coup, j'aimerais bien me perfectionner un petit peu plus dans d'autres espèces, les composés émis par peut-être d'autres espèces marines, des algues, par exemple, pourquoi pas la station marine de Roscoff, ce genre de choses. J'aimerais peut-être un peu plus me spécialiser aussi dans le fonctionnement même des plantes marines, donc en Corse, pourquoi pas directement dans un herbier de cymodocée et de comprendre déjà ce qui est basique chez une cymodocée, comment elle se nourrit, etc. La suite, j'aimerais bien moi être enseignante-chercheuse, donc vraiment maître de conférence à la fac, donc voilà, parce que c'est à la fois l'enseignement qui me plaît énormément, la rencontre avec les étudiants, le partage, etc., et tout ce qui est l'aspect recherche, aller sur le terrain, tout ça. Ouais. Et quels conseils tu donnerais pour du coup les personnes qui vont faire des recherches sur un peu les mécanismes, pour comprendre en fait le rôle précis des composés que tu as pu identifier? Ça fait compris la question, je crois. Parce que globalement, toi, ta thèse, c'était surtout identifier des composés. Et donc ensuite, il y aura d'autres recherches sur le fait de comprendre exactement quel est leur rôle. Et du coup, qu'est-ce que tu conseillerais du coup aux personnes qui vont faire ces recherches-là, ou comment est-ce que tu les orienterais pour conduire ces recherches au mieux? Ouais, alors déjà, on est dans une équipe
où on s'intéresse à cette question des organismes marins. Donc, c'est pas moi qui vais aller leur conseiller, je pense, mais on est déjà sur ces questions-là, justement, de comment on pourrait faire, et on travaille main dans la main pour comprendre. Mais là, ce que je conseillerais, du coup, ça serait de absolument tout tester, prendre un aquarium, mettre une plante dedans, et à chaque fois faire varier un paramètre après l'autre. Donc, on va augmenter le thermostat, et puis on va voir s'il y a un composé qui va d'un coup être de plus en plus émis, ou alors on va mettre des oursins, ou alors on va ajouter du sel au fur et à mesure. Et là, ce que je conseillerais, c'est d'y aller à fond et de tout tester. Parce que là, il y a un gros manque de connaissances sur OK, à quoi ça sert ces composés en fait en milieu marin, et lesquels vont gérer quel type de stress, etc. Donc là, il faut tout tester, je pense. On se rapproche petit à petit de la fin de la discussion. Est-ce que y a quelque chose dont on n'a pas trop discuté de ta thèse que tu aimerais bien mettre en lumière, par exemple Oui, dans le milieu de la recherche, là, on parle beaucoup de faire du terrain, faire du laboratoire, faire de la rédaction, etc. Je trouve qu'aujourd'hui, on a un petit peu du mal, nous, chercheurs, à aller vers le grand public, et le grand public a un petit peu du mal à aller vers les chercheurs. Et du coup, j'aimerais bien mettre en avant que ça serait hyper cool que la communication, justement, la communication, soit vraiment beaucoup plus fluide et beaucoup plus simple entre le grand public et les scientifiques aujourd'hui. Et que nous, c'est très bien d'écrire des articles scientifiques vers des scientifiques, mais ça serait encore super mieux d'avoir des articles à destination du grand public, ou bien des vidéos Instagram pour être encore plus accessibles plutôt que des choses à lire. Être à la télé, être dans des journaux, etc. pour parler de nos recherches. Donc aujourd'hui, on peut parler de nos recherches, hein, je ne vais pas dire qu'on est censuré, pas du tout. On arrive à parler de nos recherches. Mais nous, par exemple, en tant que doctorants, c'est à nous de faire les démarches pour aller parler de nos recherches aujourd'hui. Et je trouve ça dommage que ça soit pas limite obligatoire, en fait. Qu'il n'y ait pas un temps où on dit Parce que nous, pour pouvoir soutenir, on a des choses à cocher, donc avoir fait un premier congrès international, avoir publié un premier article, par exemple. Et ça serait bien de dire, fais une fête de la science, en fait. Va directement rencontrer le grand public, parce que ça nous apprend à vulgariser nos recherches, ça nous apprend à communiquer, à se confronter aussi aux gens qui n'ont pas le même vocabulaire, ou qui peuvent être sceptiques, etc. Et je trouve que c'est hyper important aujourd'hui. Et tu as eu l'occasion, du coup, de faire des événements de vulgarisation comme ça Oui, complètement. Moi, j'en parle parce que j'adore la médiation scientifique aujourd'hui. Donc, j'ai fait plusieurs fêtes de la science. J'ai fait des moments déclic, ça s'appelle. Donc, c'est aller dans des lycées pour toute une après-midi parler à des lycéens de ce que c'est le monde de la recherche, de ce que c'est le monde d'un thésard, etc., ce qui est possible de faire. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait un bar des sciences aussi, j'en ai fait 2 même. Donc c'est vraiment, les gens, ils ont un verre à la main, ils n'avaient pas forcément prévu, ou si, de voir quelqu'un leur parler des composés organiques volatiles. Et en fait, c'est ce qu'on fait. Voilà. Et il y a plein d'événements comme ça où j'aime bien parler de ma recherche, ou de milieu de la recherche de manière générale. Et même ce podcast-là, ça en fait partie. Ça fait partie de la mission. Oui. Ouais, complètement faire. Merci beaucoup, Salomé. Merci pour ton temps. Merci beaucoup.